Vous vous souvenez sans doute de la date. Le 24 février 2022, la Russie lançait son offensive d'invasion contre son voisin ukrainien. Mais en réalité, la guerre en Ukraine a débuté il y a 10 ans déjà. En février 2014, des manifestations à Kiev renversent le gouvernement pro-russe. En réponse, la Russie annexe la Crimée et envoie des forces spéciales dans la région orientale du Donbass pour attiser une rébellion séparatiste. Le premier grand face-à-face a lieu dans la ville de Sloviansk. Des paramilitaires, dirigés par un ancien officier du FSB russe, Igor Girkin, s'emparent des bâtiments administratifs de Sloviansk le 12 avril. Et ils nomment au poste de maire un entrepreneur de la ville, Vyacheslav Ponomaryov. L'opération militaire de l'Ukraine pour les déloger démarre péniblement, mais les forces armées sont bientôt rejointes par de nouveaux bataillons de volontaires. Alors, Ponomaryov appelle Poutine à l'aide. Nous appelons à l'aide. Si vous ne pouvez pas envoyer des troupes de maintien de la paix, aidez-nous en envoyant de la nourriture, des armes. Faites ce que vous pouvez. Et non seulement la Russie a apporté son aide, mais on le sait aujourd'hui, elle a été l'instigatrice de ces républiques populaires séparatistes dans le Donbass. Et malgré tout, l'Ukraine a repris le contrôle de Sloviansk le 5 juillet 2014, mais une grande partie du Donbass est restée, elle, sous une occupation russe de fait. Aujourd'hui, Sloviansk est de nouveau dans le viseur du Kremlin. La Russie a pour objectif déclaré d'occuper toute la région. Et après de longues batailles, ses forces ont pris des villes clés telles que Bakhmout et Avdiivka, réduites à l'état de ruine. Alors, Sloviansk est-elle la prochaine sur la liste ? Billet retour à Sloviansk. C'est un reportage de Gulliver Krag. Aux abords de Sloviansk, les combats continuent. Chaque jour pourtant, le train en provenance de Kiev est pile à l'heure. À l'intérieur, nous retrouvons Svetlana. Elle arrive d'Allemagne où elle est réfugiée depuis 2 ans. J'ai mis 32 heures rien que pour arriver à Kiev. Mais peu importe, tant que je parviens à arriver chez moi. Son plus grand espoir est de revoir son fils Oleksiy. Il combat à 80 km au sud de Sloviansk. Je lui ai demandé « Est-ce que tu pourras venir ?» Il m'a dit « Je ne sais pas » et c'est tout. Qu'il est mignon. Sa voisine de siège, Victoria, elle, va rendre visite à son mari. Lui a pris les armes en 2022 lorsque la Russie a attaqué la région de Kiev. Leur fils Misha avait alors 3 mois. Il attend chacun des appels de son papa. Il prend toujours le téléphone et il dit « Papa, papa, allô papa ». Victoria elle-même n'avait que 11 ans en 2014 lorsque la guerre a commencé. Sloviansk était alors envahi par un commando armé de Russes. Svetlana s'en souvient comme si c'était hier. C'était terrifiant. Mais ensuite, l'armée ukrainienne les a chassés de notre ville et ils sont allés à Donetsk. Et après cela, je n'avais plus vraiment l'impression qu'il y avait une guerre. Mais lorsqu'ils ont commencé à bombarder Sloviansk de nouveau en 2022, j'ai compris que la situation était grave et qu'il fallait partir. C'est la 2e fois qu'elle retourne à Sloviansk. À sa première visite, Oleksiy n'avait pas pu obtenir de permission. Так ти приїдеш все-таки. Ну, приїжджай, синок, я рада дуже. Я чувствувала, що ти приїдеш. Чувствувала. Давай. À la descente du train, c'est une vieille amie qui l'accueille. Elles s'en vont ensemble attendre Oleksiy. Alёшка. Сынок. Та що ти плачеш? Рада тебе бачити. Ce jour-là, c'est la Pâque orthodoxe. Mais aux grandes dames de Svetlana, son fils n'est pas en forme.
C'est que je ne suis plus vraiment habitué à voir des gens. Oui, il me l'a toujours dit, vous vivez dans un autre monde. Bien sûr, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'ils voient là-bas. Il vaut mieux que vous ne compreniez pas. Le lendemain, Oleksiy a un peu retrouvé ses esprits, mais pas sa bonne humeur. C'est si agréable ici. Et tant d'enfants sont revenus. C'est pas une bonne chose. Tout peut basculer à tout moment. C'est quand même agréable de se promener. Ça l'est, oui. Mais c'est encore mieux dans un abri en béton. Tu as raison, mon fils. Depuis 2022, les bombardements sont fréquents à Sloviansk, mais nombreux sont ceux qui redoutent que le pire ne soit à venir. La guerre est devenue totale, pas comme en 2014, lorsque la Russie avançait à bas bruit, sous l'apparence d'une rébellion locale. La plupart des gens qui ont pris les armes étaient sans travail. Des bons à rien. Cela dit, beaucoup de gens y ont cru, parce que personne ne savait qui avait tort et qui avait raison. Oleksiy nous aide à entrer en contact avec l'un de ses amis d'enfance. Cet homme, qui souhaite rester anonyme, a combattu aux côtés de ceux que l'on a surnommés les séparatistes. Jusqu'en 2014, il soutenait le gouvernement pro-russe renversé par une révolution à Kiev. Un beau matin, on m'a appelé et on m'a dit « Ils ont pris le commissariat de police ». On y est allé et il y avait déjà des barricades, des enjoliveurs de roues empilés et tout ça. Mais qui a pris le commissariat? Ce n'étaient pas des gens de Sloviansk. Il y avait des Ukrainiens, oui, mais la plupart étaient des Russes. Ils ont distribué des armes. Bien sûr, on avait une poussée d'adrénaline. Tout le monde pensait que cela allait se passer comme en Crimée, que les petits hommes verts allaient arriver, qu'on les applaudirait, et voilà. Mais rien ne s'est passé comme ça. Les Russes et leurs soutiens locaux se sont aussi emparés de la mairie. Denis Bikhunov travaillait ici au service de presse. Quelques jours après l'invasion, les occupants l'ont fait venir au travail. Tout devait avoir l'air normal. Je suis venu ici et j'ai tenté d'ouvrir mon bureau. La porte était fermée à clé, mais j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Je tourne la clé pour rentrer dans mon bureau et là, il y en avait un qui était là avec son fusil. Il me dit « Arrête-toi !» et il se met à courir dans ma direction. Là, j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Il me dit « Pourquoi t'essayes d'entrer chez les prisonniers ?» Et alors j'ai compris qu'ils gardaient leurs otages ici à la mairie. Je lui dis « Oh, c'est mon bureau !» Mais je ne savais pas qu'il y avait des prisonniers ici. Au rez-de-chaussée, des représentants locaux placés sur le devant de la scène par les Russes tenaient des conférences de presse pour étayer le mythe russe d'une rébellion locale. Denis, comme d'autres Ukrainiens, regrette que de nombreux médias mondiaux aient véhiculé cette version. Je ne suis pas vraiment en colère, plutôt triste et déçu. Vu la situation, si j'avais été à la place de ces journalistes occidentaux, je n'aurais sans doute pas compris non plus ce qui se passait, faute de connaître le contexte. Je ne pouvais vraiment pas, non. Parce que je comprenais que si je disais quoi que ce soit de travers, je finirais comme ces otages qui étaient retenus de mon bureau. Plusieurs prisonniers ont été exécutés. Certains parce qu'ils soutenaient l'Ukraine, d'autres pour de menus larcins. Parmi eux, le fils de Maria Pichko, Oleksiy. On l'a accusé d'être rentré dans une maison et d'avoir volé une chemise et un jean. Et ils l'ont condamné à mort. Maria ne parvient pas à remettre la main sur la copie de l'acte de condamnation, ni sur la dernière lettre de son fils. Je l'avais toujours sur moi, mais je ne sais plus où je l'ai mise. Je n'arrive plus à réfléchir ces jours-ci. C'était juste un petit bout de papier où il y avait écrit « Maman, papa, je suis désolée, pardonnez-moi pour tout. Adieu, ils vont me fusiller. » Depuis la mort de son fils, Maria a aussi perdu son petit-fils. Et son beau-fils a été tué au combat. Oleksiy est enterré dans ce cimetière, à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front.
Ces derniers temps, nous avions peur de venir ici pour nous recueillir. On ne sait jamais. Il y a des bombardements. Maria dit avoir mis du temps à comprendre qui elle devait blâmer pour son malheur. J'ai même écrit à Poutine. Je ne savais pas de quoi était capable la Russie. C'est un véritable génocide. C'est de la faute de Poutine et de ses suppôts. En 2014, pourtant, lorsque l'Ukraine a mené sa contre-offensive pour reprendre Sloviansk, de nombreux habitants ont accusé Kiev de bombarder la ville. L'Ukraine dément ces accusations et accuse à son tour la Russie d'avoir bombardé à dessein l'infrastructure civile. Cet homme, qui est aujourd'hui médecin dans l'armée, admet que les preuves sont rares. Souvent, ils tiraient depuis les abords de la ville, de façon à ce que la trajectoire soit la même que si ça venait de l'armée ukrainienne qui était stationnée un peu plus loin. Donc ce n'était pas possible de dire avec certitude qui était responsable. Ici, en revanche, on peut le dire, parce qu'il n'y avait pas de forces ukrainiennes là d'où venait le tir de mortier. C'est arrivé par là, et nos forces étaient là-bas, sur la colline de Karachoun, et puis aussi là-bas. Mais les occupants plaçaient aussi leur artillerie dans les quartiers résidentiels, les exposant au feu ukrainien. Ils pouvaient tirer 3 ou 4 salves et puis s'en allaient. Les répliques arrivaient alors qu'ils étaient déjà partis. Et après, ils le présentaient comme si les Ukrainiens tiraient délibérément sur la ville. Dans les territoires occupés, la télévision russe a déployé le récit d'un génocide de la population russophone perpétré par des néo-nazis ukrainiens. Mais elle montrait les lieux qui avaient été bombardés, et c'est pour cela qu'énormément de personnes regardaient ces chaînes russes. Est-ce que cela avait une influence? Sans doute, peut-être y compris sur moi-même. C'est difficile à dire aujourd'hui, parce que j'ai changé. Sloviansk aussi a changé. En juillet 2014, lorsque cette partie nord de la région de Donetsk a été libérée, mais que la partie sud-est est restée sous contrôle de la République populaire autoproclamée de Donetsk, nous avons pensé que nous pourrions montrer aux gens que le projet ukrainien était préférable à celui du monde russe. Pour ce faire, Denis s'est engagé dans une société civile ukrainienne en plein essor. Son bureau est installé dans cette ancienne imprimerie. De nombreuses fondations occidentales sont venues pour nous aider à créer des centres citoyens et des associations. Et grâce à cela, de plus en plus de gens ont eu le sentiment d'appartenir à Kiev et à l'Ukraine. Mais depuis l'invasion à grande échelle en 2022, tout a complètement changé. Oh, désolé, je dois y aller, notre réunion a commencé. Denis tient ses réunions par visioconférence, car tous ses collègues ont quitté la ville pour des raisons de sécurité. Nous avions presque tout fait, nous avons établi des relations normales entre la société et les autorités qui n'étaient plus aussi fermées qu'avant. Mais la guerre a tout changé, maintenant c'est si vide ici. En ville, une association poursuit ses activités. J'ai appris cette technique d'une dame qui s'appelle Zoriana Dzeba. Elle enseigne l'artisanat traditionnel ukrainien. Nous avons un groupe en ligne qui s'appelle Parc Mria, ce qui signifie le rêve. On nous appelle les rêveurs. Leur parc des rêves, le voici. Yevgenia et les autres bénévoles l'ont restauré en 2014, après la fin des combats. Denis les y retrouve. Je suis ravie de te voir, salut. Tu peux nous féliciter, aujourd'hui nous avons terminé un cours de premier secours. Super. Bravo, j'ai mal au pouce justement, vous pouvez me soigner maintenant. Denis voudrait que les membres de cette association l'aident à ouvrir un conseil culturel ukrainien à Sloviansk. Je pense que tu pourrais apporter les idées et cela renforcerait la coopération entre la société civile et l'administration militaire. Qui d'autre y aurait-il dans ce projet? Pour le moment, à part toi et moi, il n'y a pas grand monde en ville. Yevgenia a fui l'occupation en 2014.
mais elle est vite revenue pleine d'idées et de projets. La motivation était énorme. Les gens sont revenus après l'évacuation et ils ont compris qu'ils aiment vraiment leur ville. Et lorsqu'on aime, on veut pouvoir changer les choses. Avant, il y avait beaucoup de fêtes ici et beaucoup de gens se rassemblaient. Mais Olga ne fait que passer. Partie en 2022, elle vit désormais dans le centre de l'Ukraine. Denis et Yevgenia savent bien qu'eux aussi pourraient devoir s'en aller si l'armée russe se rapproche. Ils essayent de ne pas trop y penser. Pouvons-nous changer la situation? Non. Mais la vie continue. Que pouvons-nous faire? On ne va pas passer notre vie à souffrir. On ne peut pas rester assis là à souffrir. En face de la mairie, le mur d'hommage aux habitants locaux morts au combat ne cesse, lui, de grandir. Ici, c'est le fils d'une de mes bonnes amies. Je le connaissais bien. Repose en paix, Yura. Et voilà pour ce reportage à Sloviansk, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Auto.